Aujourd'hui, on se penche sur un document qui vient tout juste de sortir et qui est absolument passionnant. Oui, une synthèse de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. L'ENSI, voilà. Ce rapport, il est daté de février 2026 et il plonge vraiment au cœur d'un sujet brûlant. L'intelligence artificielle générative face aux cyberattaques. Exactement. On va essayer de décortiquer un peu cette dynamique assez folle où l'IA devient à la fois une arme redoutable pour les attaquants et en même temps une nouvelle cible pleine de failles. C'est un vrai jeu de miroir. C'est ça. L'idée, c'est de voir concrètement comment cette technologie est en train de tout changer en cybersécurité. Et c'est important de le dire tout de suite, ce que décrit l'ANSSI, ce n'est pas de la science-fiction. Ah non. C'est un état des lieux de menaces qu'on observe déjà. L'agence est d'ailleurs assez mesurée. Ouais. Elle précise ne pas avoir encore vu en France d'attaques complexes menées de A à Z par une IA autonome. Mais le mot qui revient toujours, c'est facilitateur. Facilitateur. L'IA est un facilitateur. Elle augmente de manière spectaculaire l'efficacité, la vitesse, surtout contre des cibles, disons, moins bien préparées. Facilitateur, c'est une façon assez polie de le dire. Concrètement, ça ressemble à quoi? Si on est en attaquant, comment on sert d'un outil comme ChatGPT ou Gemini pour faire des dégâts? Alors, la première application la plus directe, c'est de perfectionner ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'art de la manipulation, en gros. C'est ça, l'art de vous faire cliquer sur un lien ou de vous faire donner une info sensible, c'est la porte d'entrée de la majorité des attaques. Donc là, on oublie le vieux mail de phishing qui vient d'un pays lointain, plein de fautes d'orthographe. J'imagine que ça va plus loin. Beaucoup, beaucoup plus loin. Ce que l'IA permet, c'est une personnalisation et un passage à l'échelle qui était juste impossible avant. D'accord. L'analyse de l'ANSSI cite des cas très parlants. On a des groupes liés à la Chine, comme Charcoal Typhon, Oui. qui utilisent l'IA pour générer des mails d'hameçonnage d'une crédibilité mais bluffante, parfaitement adaptés à la cible. Ah oui. On a aussi des groupes liés à la Corée du Nord, Lazarus par exemple, qui créent de faux profils sur les réseaux sociaux pro. Des faux recruteurs, des fausses entreprises, avec un historique, des publications, tout est cohérent. Et les deepfakes, j'imagine. Et bien sûr, la démocratisation des deepfakes audio et vidéo pour usurper une identité. Attendez, ça veut dire que je pourrais recevoir un message très bien écrit d'un faux collègue sur un projet réel qui me demande d'ouvrir une pièce jointe. Exactement. Et le message sera en français impeccable ou en anglais sans les erreurs qui nous mettaient la puce à l'oreille avant. L'IA permet de produire en masse des leurres sur mesure. C'est ça qui change tout. Voilà. Avant, il fallait une équipe, du temps. Aujourd'hui, une personne peut orchestrer une campagne à très grande échelle. L'IA industrialise la tromperie. Industrialiser la tromperie. L'expression fait un peu froid dans le dos, mais les attaquants ne se contentent pas d'écrire de meilleurs emails, j'imagine. Est-ce que l'IA les aide aussi à créer les virus eux-mêmes, le code malveillant? Absolument. Et là, on passe un cap technique qui est vraiment inquiétant. Les modèles de langage sont devenus très, très bons pour générer du code informatique. Et donc ils s'en servent? Évidemment, pour créer ou améliorer leur malware. Il y a un exemple dans le rapport qui est particulièrement frappant. Un malware qui s'appelle PromptFlux. Promptflux, qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors, imaginez un virus qui, au lieu d'avoir une structure fixe, une signature, change de forme en permanence. C'est ce qu'on appelle un malware polymorphique. D'accord. PromptFlux, lui, pousse le concept à l'extrême. Il a été conçu pour contacter l'API de Gemini, l'IA de Google, et lui demander de réécrire entièrement son code, toutes les heures. Une seconde. Le virus appelle Google pour lui demander de l'aide pour muter. C'est exactement ça. C'est un parasite qui utilise un outil légitime pour devenir indétectable. Voilà. Il se réécrit si souvent et si profondément que les antivirus classiques, qui cherchent des signatures connues, sont complètement perdus. C'est comme essayer d'attraper de la fumée. C'est dingue. Et un autre prototype, PromptLock, va encore plus loin. C'est un rançongiciel qui ne contient presque pas de code malveillant au départ, juste des prompts, des instructions pour une IA. Et ensuite? Une fois chez la victime, il envoie ses instructions à une IA pour qu'elle génère à la volée les scripts pour voler les données et les chiffrer. C'est de l'attaque juste à temps, assemblée sur place. Ça a l'air presque impossible à arrêter. Est-ce qu'il y a quand même des limites? Par exemple, est-ce qu'une IA peut découvrir des failles de sécurité totalement nouvelles, les fameuses vulnérabilités jour zéro? C'est un point important et le rapport est assez nuancé là-dessus. Pour l'instant, la réponse est non. Non. Découvrir une faille jour zéro, ça demande encore une créativité, une intuition, une expertise humaine très pointue que les modèles actuels n'ont pas.
Ils sont très bons pour combiner ce qui existe, pas pour inventer de l'inédit. D'accord, ça rassure un peu. Un peu. Mais l'ANSSI met en garde. Il existe déjà des outils d'IA défensifs, comme Big Sleep ou Xebo, qui montrent des capacités impressionnantes pour trouver des failles automatiquement. La question, ce n'est pas si, mais quand les attaquants maîtriseront des outils offensifs équivalents. La course est lancée. Et qui sont ces attaquants et admettants? On imagine des groupes étatiques très sophistiqués. Est-ce que c'est réservé à une élite? Eh bien non, et c'est une des conclusions les plus intéressantes. Le spectre des utilisateurs est en fait très large. Google a partagé des données qui montrent que leur IA Gemini a été utilisée autant par des cybercriminels classiques, motivés par l'argent, que par des groupes liés à des États. Iran, Chine, Corée du Nord, Russie. Il y a donc une vraie démocratisation de la menace? Tout à fait. L'IA a un double effet. Pour les débutants, c'est un prof particulier disponible 24 heures sur 24. Ça leur permet de monter en compétence à une vitesse folle. Et pour les experts? Pour les acteurs déjà matures, c'est un outil de productivité. Ça automatise les tâches, ça accélère les opérations. Dans les deux cas, le résultat est le même. Plus d'attaques, plus rapides et potentiellement plus sophistiquées. Mais attendez, les entreprises comme OpenAI ou Google, elles ont bien des garde-fous pour empêcher de demander écris-moi un rançongiciel, non? Bien sûr, mais les attaquants ont développé tout un art pour contourner ça, qu'on appelle le jailbreaking. Le jailbreaking? L'idée, c'est de piéger l'IA en formulant sa demande de manière très détournée. Lui demander de jouer un rôle, de résoudre une énigme, à des fins éducatives. Et ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle tout ça se professionnalise. C'est-à-dire? On est sorti du bricolage de forums. Le rapport décrit l'émergence d'un vrai écosystème criminel. On trouve des services de jailbreak as a service, comme EscapeGPT, qui vendent des abonnements à des prompts clés en main pour déjouer les sécurités. C'est un business en fait. Un vrai modèle économique. Et plus inquiétant encore, on voit sur le marché noir des IA génératives débridées, sans aucune censure. Des noms comme WormGPT ou FraudGPT circulent. Et elles sont entraînées pour ça. Exactement. Entraînées sur des données malveillantes, des codes de virus, des textes de phishing, pour être les plus performantes possibles dans des tâches criminelles. D'accord, le côté offensif est terrifiant de clarté. Mais tout à l'heure, vous parliez d'un jeu de miroir, l'arme qui est aussi une cible. Comment est-ce qu'on peut attaquer une IA? C'est la deuxième grande partie de l'analyse, et c'est peut-être la plus nouvelle. Un système d'IA, on peut l'attaquer à 3 moments, pendant son entraînement, son intégration ou son utilisation. Et la menace la plus préoccupante aujourd'hui, c'est l'empoisonnement des données. L'empoisonnement des données, le nom est très visuel. Ça veut dire quoi? L'idée est aussi simple que redoutable. Pour entraîner une IA, on lui fait lire une part gigantesque d'Internet. L'empoisonnement, c'est quand un attaquant pollue cette source de connaissances en y injectant discrètement des données fausses ou biaisées. Dans quel but? Pour saboter le modèle, oui, bien plus grave, pour en faire une arme de désinformation. Lui apprendre des mensonges qu'il répétera ensuite avec toute l'autorité d'une IA. Mais la quantité de données d'entraînement est astronomique, non? Il faudrait une quantité de poison phénoménale pour que ça ait un effet. Ça me paraît contre-intuitif. C'est là que ça devient fascinant et inquiétant. Le rapport cite une étude du UK AI Security Institute qui a mesuré ça. Leurs conclusions sont stupéfiantes. C'est-à-dire? Il suffirait d'environ 250 documents malveillants bien conçus pour empoisonner un grand modèle de langage. 250. Oui. Et le plus fou, c'est que ce chiffre ne dépend quasiment pas de la taille de la base de données. Qu'elle contienne des millions ou des milliards de documents, une petite dose de poison suffit. C'est une vulnérabilité complètement asymétrique. Exactement. Un effort minime pour l'attaquant, pour un impact potentiellement énorme. 250 documents, c'est rien du tout. Ça change la perception du risque. J'ai vu aussi dans le document une autre technique assez maligne, le slop squatting. Ah oui, le slop squatting, c'est particulièrement astucieux. Ça exploite un défaut connu des IA, les hallucinations. Elles inventent des choses. C'est ça. Par exemple, une IA va conseiller à un développeur d'utiliser une bibliothèque de code, un paquet logiciel, qui n'existe pas. Elle invente le nom. D'accord. Les attaquants ont mis en place une surveillance automatisée. Dès qu'une IA populaire hallucine le nom d'un paquet, ils se précipitent pour créer un vrai paquet malveillant portant ce nom et le publient. Et le développeur, confiant, télécharge et installe le paquet piégé sans se méfier. C'est diabolique. C'est tendre un piège basé sur un mensonge qu'on sait que la victime va entendre. C'est tout à fait ça. Mais au-delà de ces attaques techniques, le rapport insiste sur le fait que la plus grande faille, bien souvent, n'est pas technologique. Elle est humaine. C'est-à-dire?
Les gens qui utilisent mal ces outils? En partie, oui, surtout en entreprise. Un chiffre cité donne le vertige. Entre 2022 et 2023, plus de 100 000 comptes ChatGPT ont été compromis. Une faille de sécurité géante chez OpenAI? Même pas. Principalement à cause de logiciels voleurs d'identifiants, des infostealers, qui aspirent les mots de passe enregistrés dans les navigateurs. Mais la fuite peut aussi être totalement involontaire. Ah. L'anecdote sur Samsung en 2023, rappelée par le rapport, est un cas d'école. Ah oui, je m'en souviens. Des employés qui avaient utilisé ChatGPT pour les aider? Voilà, des ingénieurs pensant bien faire ont soumis des données confidentielles à ChatGPT. Du code source, des comptes rendus de réunion, Et ces données contenaient des secrets industriels. sur la technologie des semi-conducteurs. Ils les ont littéralement donnés à une entreprise tierce. C'est fou de se dire qu'une entreprise peut investir des milliards en cybersécurité et que tout peut être compromis par un employé qui veut juste gagner du temps sur un compte-rendu. Et c'est un des messages clés du rapport. La meilleure technologie du monde ne sert à rien si les utilisateurs ne sont pas formés. Le maillon faible, une fois de plus, c'est l'humain. Donc si on résume, ce document dresse un portrait très net. D'un côté, l'IA générative est un formidable accélérateur pour les attaquants, Vitesse, personnalisation, sophistication. et de l'autre, cette même technologie crée un nouveau continent de vulnérabilité. On peut l'empoisonner, la tromper ou juste mal l'utiliser. Oui, le message, c'est que le terrain de jeu change à une vitesse fulgurante. La défense de demain, ce ne sera plus seulement protéger les réseaux. Il faudra sécuriser les IA elles-mêmes Et former, former, former. et former. C'est l'enjeu immense, apprendre collectivement à se servir de ces outils surpuissants de manière sécurisée. Pour finir, il y a une idée à la fin du rapport qui ouvre sur une question assez vertigineuse. On a parlé de l'empoisonnement volontaire, mais le document parle aussi d'une pollution plus générale, involontaire. C'est le serpent qui se mord la queue, le fameux modèle collapse. Exactement. Et ça laisse une pensée à méditer. Si les IA de demain sont entraînées sur un Internet de plus en plus rempli de textes, d'images, de codes créés par les IA d'aujourd'hui, comment pourra-t-on encore garantir la fiabilité, la diversité et même l'ancrage dans la réalité de leurs réponses? On risque d'entrer dans une boucle où l'IA ne fait que s'abreuver de ses propres créations, comme une photocopie de photocopie qui perd en qualité. Et maintenir le contact avec la connaissance humaine originelle pourrait bien être un de nos plus grands défis.